Cette série est propulsée par Caleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. Quel est l'objectif d'un parcours scolaire? Est-ce que c'est d'apprendre à réfléchir, s'exercer, découvrir le monde, ou davantage performer, avoir de bonnes notes, ramener de beaux bulletins? Dès l'âge de 6 ou 7 ans, plusieurs enfants ressentent de la pression. Et cette pression-là, elle va même se transférer à la maison à l'heure des devoirs et leçons, période qui devrait servir à consolider les apprentissages, mais qui, dans bien des familles, on va se dire la vérité, ça amène des périodes de tension, voire même de confrontation. Comment donner du sens à tout ça? Eh bien, j'en discute avec deux femmes de terrain. Maryse Pépin, coach familiale et éducatrice spécialisée. Elle est fondatrice du Centre de coaching familial Le Voilier et également copropriétaire de Ensemble pour les familles, destiné aux communautés autochtones. Elle a une expérience très variée, autant dans les centres jeunesse, en santé mentale, dans les écoles que dans les centres de détention. Elle a plusieurs formations, entre autres avec les clientèles TSA, TDAH et avec des enjeux d'anxiété. Elle prône une approche bienveillante. Également, Nancy Doyon, coach familiale et éducatrice spécialisée. Elle est l'autrice de 8 livres, dont Parents gros bon sens et Parents responsabilisants, aux éditions Midi 30. Elle a développé une approche responsabilisante où le parent est le leader. Elle propose même des camps parents leaders en famille. Elle est également fondatrice de SOS Nancy et de l'Institut de coaching familial. Nous allons voir également que la pression, elle peut nous venir avec nos investissements financiers. C'est ce qui sera abordé dans la minute financière. Mais ensemble, on va voir comment aujourd'hui on peut évacuer cette pression-là et surtout ramener du plaisir dans les apprentissages afin qu'ensemble, on puisse être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour Nancy et Maryse, merci d'être là. J'ai une question difficile au début, mais j'aimerais vous entendre avec tout votre bagage d'expérience. C'est quoi pour vous, selon vous, le but de l'école? Pourquoi on va à l'école dans la vie? Pour apprendre, pour apprendre, pour apprendre des choses. Puis il y a une partie éducation qui, je trouve, se fait à la maison. Des fois, on s'attend à ce que l'école le fasse. Pour moi, l'école, c'est je vais aller apprendre, à vivre en société, je vais apprendre les petites règles sociales, au niveau de mes habiletés sociales, je vais aller les pratiquer, tout ça. Je vais m'entourer, mais je viens apprendre. Fait que je viens apprendre la matière, on vient travailler mon cerveau et tout ça. Mais la partie, je trouve, à la maison, éducation au niveau des valeurs, au niveau de dire merci, s'il vous plaît, bonne journée. Tu sais, ça, c'est des choses qui appartiennent plus, je trouve, à la maison, puis souvent qui est transféré à C'est ça. l'école. Fait que, tu sais, les parents doivent initier ces apprentissages-là, mais après ça, il faut que les enfants soient capables de les transférer au niveau social. Moi, je trouve qu'une des fonctions de l'école, c'est d'apprendre aux enfants le sens de l'effort. Oui. Hein? La persévérance, la persistance à la tâche, puis être capable de vivre un inconfort, ou, tu sais, être capable de faire des choses qui me plaisent pas tout le temps, tu sais, et éventuellement, ben, apprécier le résultat. Puis j'aime qu'on ait tout de suite placé le mot quand même réussite. Autant, j'ai bien entendu que, selon vous, une des fonctions premières, c'est tout le parcours qui va nous mener à. Est-ce que parfois on focus trop sur la réussite ou l'échec? Je ne veux pas repartir aujourd'hui. Le grand débat du bulletin chiffré et tout ça, mais j'aimerais plutôt qu'on s'adapte, nous, comme parents, d'enfants de 6, 7, 8, 9, 10. On va dire primaire. Ouais. Il est rentré à l'école, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Il est arrivé là pratiquement vierge de tout apprentissage vraiment académique. S'il n'y a pas 90 à l'étape 1 de sa deuxième année, est-ce qu'on devrait en faire un drame? Non, pas du tout. Moi, j'y vais toujours avec le sens de l'effort. Fait que, par exemple, les enfants vont avoir des intérêts, des champs de compétences des fois différents. Si je prends, par exemple, ma fille, son papa est anglophone, donc elle, anglais, c'est facile. C'était des 100 95, 100 partout. Fait qu'elle a un 100 bien, tant mieux, mais c'est pas ça qui fait. Mais
français, compréhension de lecture, ça a toujours été sa bête noire. Mais moi, elle fait un effort. Je vois qu'elle travaille, qu'elle persévère. Bien, c'est pas la note que je vais venir voir, c'est le travail qu'il y a en arrière. T'sais, est-ce que je pense qu'elle a fait le maximum de ce qu'elle était capable, tout ça? Fait que la note sera pas importante. Je pense qu'il y a comme 2 pièges, les 2 excès. Mettre trop d'importance sur la note. Tu sais, quand les parents disent, ben oui, mais là, il y a eu 90, mais je sais qu'il aurait pu avoir 100. Il y a eu 80, mais je sais qu'il pourra... tu sais, de trop pousser d'un bord sur la note et à l'inverse, de ne pas assez pousser sur les notes parce qu'éventuellement, notre jeune, ben, ça lui prend des notes minimales, tu sais, pour persister. Puis là, tu sais, Son échec, non. si tu me permets, ma belle Marie, si tu disais, ben, on va focusser plus sur l'effort que sur le résultat. Oui, mais ça dépend. Le résultat, il faut qu'elle soit en réussite. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère, versée sur la psycho, avait appris qu'on devrait donner plus d'avantages à l'effort qu'au résultat. Sauf que moi, j'étais une bonne à l'école. Et j'avais ça tout le temps des 100 90 Puis mes 2 sœurs, eux autres, avaient de la difficulté. Fait que ma sœur, quand on arrivait avec les bulletins, ma mère encourageait avec beaucoup de bienveillance mes sœurs en disant « Ah, mais tu sais, tu as eu 70, mais dans le fond, tu as tellement travaillé fort, maman est bien fière de toi. » Moi, elle arrivait devant mon bulletin, 105 en mathématiques. 105 Nancy. Comment tu as réussi à avoir 105 Ben là, il y avait des points bonus, puis je les ai tous eus. Bon, OK. 90. Et là, tu sais, elle lisait mon bulletin, puis elle disait « Si au moins tu avais travaillé pour ça. » Parce que moi, je réussissais en me fouillant dans le nez. Et malheureusement, ce que j'ai reçu comme message, puis c'était pas ça que ma mère voulait faire, vous comprenez? Mais ce que j'ai reçu comme message, c'est dans la vie, si tu saignes pas du nez pour un résultat, le résultat, tu le mérites pas. Ça n'a pas de valeur. Ouais. Donc, dans ma vie actuelle, j'ai du mal à arrêter de travailler, à ne pas... Tu sais, je suis devenue comme perfectionniste. Puis même dans le perfectionnisme, faut que je travaille très fort. Si j'ai pas travaillé 60 heures dans ma semaine, ben je mérite peut-être pas d'avoir le salaire que j'ai. Je comprends. Comme parent, je fais quoi? Je laisse Nancy se lever, aller prendre la tablette, aller prendre un livre, aller jouer dehors, s'amuser, et je punis, je mets des gros guillemets, là, mais j'oblige aux 2 autres à rester assis puis à bûcher dur, puis que ce soit plate, puis que ce soit difficile. Des fois, ça va être dans des sphères différentes, puis des fois, ben, c'est le petit sentiment d'injustice, mais la vie est injuste. Puis des fois, ça va arriver que je vais travailler super fort pour obtenir quelque chose, mais l'autre qui connaît le boss aura pratiquement rien fait. Ah, ben J'ai ça. travaillé beaucoup plus fort, c'est injuste. On va venir travailler mes capacités adaptatives, puis oui, ben tu as plus de difficultés dans cette matière-là, ça te prend plus de travail, c'est plate. Tu sais, puis de valider, je te comprends, c'est plate. Moi aussi, j'étais bonne à l'école, puis mon amie avait vraiment plein de difficultés, puis elle se fâchait après moi parce que j'avais des meilleures notes, puis moi, j'avais copié mon devoir le matin au casier. Mais c'est comme... Ça fait partie. Moi, j'aime bien de raconter l'histoire de... J'ai un ami à moi avec qui j'ai fait mon primaire qui a juste une jambe. Et Stéphane Boilly. Il a juste une jambe. Et au primaire, c'était le meilleur dans tous les sports. Sur un trampoline, il était hallucinant. À genoux, assis, debout, une pirouette d'un bord, 7-8 ans, il était incroyable. On faisait du vélo. Lui, il avait juste une jambe. Il appuyait sur sa pédale, il a relevé. Écoute, on jouait à la balle, ben, il claquait fort en tabarnouche parce qu'il courait pas vite. Ben, il avait juste une jambe. C'était injuste. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être meilleur dans les sports que tout le monde? Il a travaillé plus fort. Il s'est donné plus. Bien, il y a des gens qui doivent travailler plus fort pour arriver au même niveau de performance que quelqu'un d'autre pour qui c'est facile. Fait que, tu sais, ça se donne cet exemple-là. Ceci dit, il faut quand même travailler le sens de l'effort de l'enfant qui l'a facile. Ah, OK, d'une autre façon. Donc, Ben oui. Que ce soit dans les sports, une activité musicale, par exemple. Ben oui, puis on peut dire aux enfants... Une marmite, Ouais. Oui. Mais tu sais, admettons, on peut dire à l'enfant qui doit mettre plus de temps dans ses études, oui, mais je sais pas si tu as remarqué, mais quand on va jouer au soccer, pour toi, le soccer, c'est facile. Et ta sœur, elle, ben écoute, elle pompe l'huile, puis elle a du mal, elle performe moins bien là. Donc, tu sais, de valoriser les forces de chacun, puis de dire, bon, on peut pas avoir toutes les forces. Ouais. Mais l'enfant qui réussit facilement à l'école, ben peut-être que je vais travailler son sens de l'effort à travers des tâches.
C'est ce que j'allais dire, par contre. Est-ce qu'au moment, là, mettons qu'on revient vraiment au moment des devoirs, pendant qu'il y en a un ou deux qui doivent travailler plus fort, celui pour qui c'est plus facile, ce serait quand même un peu ridicule de lui demander de réviser des tables ou des mots ou des qu'il connaît déjà. Mais pour quand même favoriser, disons, un climat familial harmonieux, est-ce qu'on pourrait proposer de la lecture? Tu sais, versus, exemple, la tablette ou l'écran. Tu sais, entre guillemets, le bonbon ultime pendant que l'autre se fait suer, on va se dire. Ça peut être de la lecture, ça peut être des défis supplémentaires. Tu as des enfants qui ont de la facilité à l'école, qui aiment ça, aller plus loin. Ouais, Moi, c'est ça, de l'enrichissement. Il y a plein de trucs qu'on peut aller acheter dans les librairies qui vont amener l'enfant plus loin, lui demander de faire une recherche sur telle chose. Tu sais, moi, je faisais partie de cette catégorie-là d'enfants que si on disait, ben ou même, tu sais, tu as des jeux de société où, tu sais, que l'enfant peut jouer de façon individuelle, qui travaille la logique, la réflexion. Donc, tu dis, ben regarde, toi, tu t'installes là, tu peux jouer, mais à un jeu qui va t'amener plus loin. Faut pas que ça devienne non plus punitif. Parce que je suis bonne, puis tout ça, ben on me fait faire des choses qui me tentent pas du tout, ben je suis capable d'être moins bonne. Genre des tâches ou des choses comme c'est ça. Tu sais, Puis, on pousse la réflexion plus loin. Je ne le ferai pas. C'est injuste, je t'entends, j'ai compris que tu me dis que c'est injuste, maman. Elle le fait pas, je le fais pas. Parfait. Un soir. Tu sais, 9 ans, là, 8 ans, 9 ans. 2 soirs. Arrive l'examen de fin d'étape, là, tu sais. Échec. Parce qu'on le savait qu'il devait travailler pour réussir. Mais jusqu'où on tolère, endure. Tu sais, je veux dire, l'échec, je comprends, mais on ne laissera pas non plus notre enfant doubler son année. Tu sais, comprenez-vous jusqu'où on doit, à un moment donné, intervenir? Il y a gros, ça dépend. Tu sais, je vais laisser mon enfant assumer davantage d'échecs, peut-être en 6e année, mais moins en première, 2e année, 3e année, parce qu'ils ne sont pas capables de voir, tu sais, l'enfant, au mois d'octobre, n'est pas capable d'anticiper la fin de l'année, là. Tu sais, mais ça m'est déjà arrivé, par contre, de suggérer à une famille, de dire, ben écoute, les travaux non faits, ce qu'on donne comme choix à l'enfant, c'est ou bien tu les fais maintenant, ou bien tu les fais ce week-end. Ça ne me dérange pas. Mais tout ce que tu ne fais pas en classe et tout ce que tu ne fais pas dans tes devoirs, on met ça dans une petite pochette bleue. Puis, en fin de semaine, ta fin de semaine va commencer quand tes tâches vont être faites. Puis si l'enfant dit, ben je le ferai pas, on revient à l'intervention du choix, ben c'est ton choix. Dès que ça va être fait, on va faire les autres choses, mais il n'y a rien qui va se passer dans ta vie tant que c'est pas fait. Fait qu'il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'amis, je ne vais pas te porter nulle part, je ne donne pas de sous, Les activités, c'est dès que ça va être terminé, ton week-end va commencer. Puis des fois, tu sais, quand ils vieillissent, il peut en avoir des perspicaces, là, que ça peut durer 3 week-ends. C'est ça. J'en ai une qui a fait 5 week-ends à ne rien faire. Papa partait avec son frère ou maman, puis elle alternait. Oh, wow. Et elle a boqué pendant 5 week-ends. C'est une jeune avec un trouble d'opposition, mais elle a boqué pendant 5 week-ends. Même, la même situation. Son frère qui réussit bien à l'école, elle qui a des enjeux parce qu'elle a un TDAH et qui a dit, ben moi, je ne travaille plus, puis tout ça. Et les parents disent, ben c'est parce que c'est non négociable. C'est plein de... Mais là, tout se joue dans l'attitude de l'adulte. Ouais, Si dans mon attitude, c'est « Ah, mais regarde, t'as pas voulu travailler, tant pis pour toi. Nous autres, on va aller faire avoir du plaisir, puis toi, reste ici, puis sèche. » Tu sais, si on est comme dans de la confrontation comme ça, dans le rejet, puis dans je te rabaisse, puis t'as fait des mauvais choix, fait que tant pis pour toi, c'est sûr que mon jeune va se braquer, puis il va se blinder. Mais si je suis dans « Écoute, je comprends que tu comprennes pas. Je comprends que tu vis de l'injustice. Je comprends que c'est vraiment moche. » Mais l'école, c'est non négociable. Et les devoirs et leçons, c'est non négociable. Tu sais, j'aime pas particulièrement faire la vaisselle, mais je la fais quand même. Ouais. J'aime pas particulièrement faire ton lavage, ta lessive, mais je le fais quand même. Fait que dans la vraie vie, il y a des choses qu'on est obligé de faire, même si ça nous écarte. Puis je suis là. À la seconde où tu vas t'impliquer, je serai là derrière toi pour t'aider. Mais si tu choisis de boquer, je vais te laisser assumer. Oui, puis ça t'appartient, puis ça va augmenter. Tu sais, la quantité de travail va augmenter un peu comme ma vaisselle. Si je choisis que je la fais juste en fin de semaine, la pile va être plus haute. Mais ça va être beaucoup plus dur aussi à frotter. Là. Ça ne sera pas la même chose, ça va être beaucoup plus long. Puis à être là, il n'y en aura pas moins. Est-ce qu'on doit faire attention au piège de la suradaptation dans le cas des enfants, justement, qui ont un petit peu plus de défis? C'est de se dire, bon, ça fait déjà une demi-heure que
mon enfant est assis pendant que l'autre lit ou fait autre chose ou joue dehors ou va à un sport. Lui, bien, je ne peux pas l'inscrire parce qu'il a besoin de plus de temps pour ses devoirs. Je vais le finir, le devoir. La prof, elle le verra pas. Tu sais, C'est un gros piège. C'est un gros piège. Tu sais, les PowerPoint de présentation orale que nous, on se tape pendant 1 heure. Là. Mais La maquette que ses parents qui font. tu sais, souvent, pour les parents, l'enfant, c'est mon bulletin de parent. Je veux que mon enfant remette un devoir complet, parfait, ça, et je vais corriger aussi. Puis j'ai fait ça aussi comme maman. Ma fille plus jeune faisait son devoir, je repassais, tu sais, les corrections, ça, c'est pas bon. Puis la professeure nous avait rencontrés, puis elle nous avait dit, elle dit, je vous ai corrigé, vous, les parents. Elle dit, moi, j'ai besoin de corriger les enfants. Elle dit, c'est ce qui me permet de voir est-ce qu'ils ont été capables. Fait qu'elle dit, si vous passez par-dessus vos enfants et que vous les corrigez, elle dit, dans le fond, c'est vous que je corrige, mais c'est, bon, mais les enfants, cette partie-là de la matière, tout a super bien été, je passe à la suivante. Mais si 3/4 des enfants de la classe n'avaient pas été capables de répondre à la question 4, Faut mais qu'elle je le sais que sache. cette partie-là n'a pas bien été comprise et je vais la reprendre. Elle dit, je ne veux pas vous corriger, vous autres. Puis là, ça m'avait fait... Tu sais, moi, je le faisais, puis c'est vrai, tu sais, on veut tellement que notre enfant remette quelque chose de beau, mais ça vient nuire au processus d'apprentissage. Puis là, j'ai envie, moi, encore une fois, de faire la différence entre adaptation et suradaptation. Fait que, tu sais, j'ai encore un ça dépend. J'ai des ça dépend tout le temps. Fait que, admettons que, justement, j'ai 3 enfants. J'en ai une qui a terminé ça en 5 minutes. Elle est allée faire de la lecture, tout ça. J'ai mon enfant que ça lui fait vivre de l'inconfort, ça lui fait vivre tu sais, des émotions, de l'injustice, etc. Je vais quand même prendre le temps de l'accueillir là-dedans, tu sais, puis lui dire, ouais, c'est vrai que c'est pas évident pour toi. L'autre enfant, lui, ben, il termine au bout d'une demi-heure, s'en va jouer, puis là, ben, je décide que tout le monde peut aller jouer. Puis là, j'ai mon enfant, moi, qui a des difficultés scolaires. Il a travaillé très fort pendant 45 minutes. Il a vraiment fourni son effort de guerre. Mais malgré tout, il n'a pas terminé. Malgré tout, il n'a pas encore compris. Bien là, moi, à un moment donné, il faut que j'arrête de faire de l'acharnement et que je dise, bien, écoute, sais-tu quoi, mon grand, tu as bien travaillé, je suis vraiment contente. On n'a pas terminé, je vais écrire un mot à ton enseignante. Et je vais lui dire, Antoine n'a pas réussi à terminer. Mais il a bien travaillé. C'est ça. Puis là, ça se peut que je lui dise, bien, écoute, en fin de semaine, là, si tu veux, on va en refaire un petit bout, une heure, là, tu sais, juste pour que tu comprennes bien, puis pour que ça t'aide pour plus tard. Mais là, tu sais, le fait qu'il travaille le week-end, c'est plus la conséquence du mauvais choix qu'il a fait, c'est juste, on va le faire pour t'aider. Et là, après ça, peut-être que je vais rencontrer l'école et dire, mais mon jeune a des difficultés académiques, il n'arrive pas à suivre le rythme. Puis, ben non, on ne va pas passer, tu sais, nos soirées. Parce que j'ai vu des parents, là, tu sais, garder les enfants à table, tu sais, jusqu'au repas. Puis là, ben là, l'enfant n'a toujours pas compris, il n'a pas eu le temps de terminer, c'est difficile, c'est laborieux. Puis là, on soupe, puis après ça, on passe la soirée là-dessus. Puis il n'y a plus de temps de jeu, puis là, à un moment donné... Ça dépend aussi, est-ce que c'est parce que l'enfant boque? Puis moi, je le fais pas. Là, même si ça fait 45 minutes que tu es assis à la table, puis tu niaises avec ton crayon, tu fais des cercles, ben, on va peut-être rester plus longtemps. Vers ça, je vois 45 minutes que tu t'es impliqué et que tu fais un effort, mais ça se peut que j'ai une autre nuance. J'ai mon jeune, admettons, qui a passé une grosse journée. Il s'est passé des choses à l'école. Il y a eu un conflit avec des amis. Et là, il arrive à l'heure des devoirs. Puis je pense vraiment à mon ex-beau-fils. Il arrive à l'heure des devoirs et leçons. Puis là, ben effectivement, il se braque. Mais quand j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe, les larmes se mettent à couler. Puis là, il me parle de ce qui s'est passé dans la journée. Ben là aussi, ça se peut que je sois indulgente. Je dis, ben sais-tu quoi, mon cœur? Demain matin, on se lèvera plus de bonne heure. Puis on les fera demain matin. Puis si on n'a pas le temps de toutes les faire, j'écrirai un mot à ton enseignante qu'on les termine ce week-end. Pour que ce soir, là, je pense que ce que tu as de besoin, c'est de prendre soin de toi. Fait que ça se peut que mon jeune se braque, mais tu sais, si c'est un jeune qui est opposant et qui se braque régulièrement, puis tout ça, je vais peut-être réagir différemment. Mais si j'ai un jeune qui d'habitude collabore, mais que ce soir-là, ça va pas, ben, je vais peut-être essayer d'aller pousser pour voir ce qu'il y a derrière. Fait que tu sais, comme il n'y a pas de Il y a beaucoup réponse. de nuances. Non, et je trouve que ce sont de beaux cas de figure pour nous donner quand même un cadre. Est-ce qu'on devrait aussi, comme parents, adapter l'horaire des activités, je vais dire, à la saisonnalité? On le sait, le système, encore une fois, fait que les points ou les notes de la 3e étape de la fin de l'année valent plus qu'en début d'année. Ouais. Fin d'année égale aussi, il fait beau dehors, je suis fatiguée,
Est-ce qu'on devrait peut-être attendre puis commencer le soccer une fois que l'école est finie, plutôt que 2 fois par semaine avant la fin de l'école, quand on sent qu'il va y avoir aussi beaucoup de pression académique? Tu sais, je sais que des fois, on se dit « Ah, mais c'est comme une forme de punition, il aime tellement ça aller au soccer », mais en même temps, c'est la garde tous les soirs parce qu'il est fatigué. Mais s'il ne commence pas en même temps que les autres, il ne pourra pas jouer de l'été. Et des fois, c'est de voir comment on peut, nous, à la maison, adapter l'horaire des devoirs. Moi, je le sais que mon enfant a de la trampoline mardi et jeudi. On va faire un horaire de « Ouais, il va falloir que tu fasses plus de devoirs tel jour, sachant que ces deux-là, il y a une activité puis tu es déjà Qu'on n'en occupé. fera pas. OK. Puis moi, je me dis, il faut faire attention de ne pas venir toujours faciliter la vie des enfants. Je veux qu'ils travaillent sa persévérance, son sens de l'effort, Fait qu'il faut aller travailler au niveau de l'organisation, mais tu sais, oui, des fois, ça devient compliqué. Si j'ai 2, 3, 4 enfants, ils ont tous des sports différents, je sais plus comment me départager. Ça. Encore là, c'est ça. C'est là où j'allais dire. Encore là, ça dépend. Tu sais, si moi, je suis maman monoparentale avec 3 enfants, là, c'est sûr qu'effectivement, je ne serais pas capable d'encadrer comme il faut les devoirs et les leçons si on est tout le temps en activité. Un fait du karaté, l'autre du soccer. Peut-être que je vais devoir sacrifier les activités parascolaires puis qu'on organise les choses autrement. Si j'ai un enfant qui a des difficultés académiques fois 1000, TDAH, puis le soir, sa médication ne fait plus effet, puis il n'arrive pas à se concentrer, lui, peut-être qu'il est mieux d'aller jouer au soccer, puis qu'on fasse les devoirs le samedi matin. Ça m'amène justement dans cet épisode-là où est-ce qu'on parle de l'école à l'apprentissage. Alors, je vous envoie à la minute financière voir qu'est-ce qu'un régime épargne-études. On va apprendre c'est quoi, parce qu'au retour, je voudrais vraiment qu'on parle de pression, de motiver versus pousser notre enfant. Est-ce que c'est possible, la motivation intrinsèque, même à l'école, quand on déteste les mathématiques? À tantôt. Un régime d'épargne-études, ça a des similarités avec un autre véhicule qu'on connaît très bien, le REER. Cependant, l'objectif ici, c'est vraiment d'épargner pour les études postsecondaires d'un enfant. Le principal avantage du régime d'épargne-études, ce sont les subventions. Donc, pour chaque montant de cotisation d'épargne que vous allez mettre dans le régime, les paliers du gouvernement vont rajouter des sommes. En fait, pour donner un exemple concret, vous pouvez mettre jusqu'à 2 500 $ une année et les gouvernements vont rajouter 750 $. Et ce scénario-là peut se répéter à chaque année du régime. Et évidemment, toutes ces sommes-là sont placées, donc vont faire du rendement. Puis c'est ce qui permet, là, sur un parcours qui peut aller jusqu'à 17 années, d'aller chercher une épargne qui est vraiment intéressante et quand même importante pour financer des études postsecondaires. Maintenant, comment ça fonctionne, justement, quand on est en fin de parcours puis qu'on commence à vouloir décaisser les sommes, vous pouvez les retirer comme parent. Puis ça, c'est complètement à l'abri de l'impôt. De l'autre côté, ce qu'on appelle le paiement d'aide aux études, donc les subventions, les rendements, vont être versés à votre bénéficiaire. Qu'est-ce qui arrive si jamais notre enfant ne fait pas d'études postsecondaires? Bien, encore là, le régime d'épargne études a beaucoup de flexibilité parce que le tout peut être transféré soit à un autre enfant. Il y a même sur certaines modalités, des sommes qui peuvent être transférées dans votre REER. Donc, c'est vraiment un outil très flexible, en plus des nombreux avantages fiscaux et d'épargne qui sont déjà présents dans le produit. Jusqu'où, à un moment donné, notre enfant s'inscrit à un sport en plus de l'école, veut plus? Jusqu'où on motive et jusqu'où on oblige et jusqu'où on accepte que, regarde, c'est trop. Puis, tu sais, je trouve que ça devient difficile. Notre propre notion de perfection versus, à un moment donné, dans la vie, on ne peut pas tout abandonner tout le temps. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est beaucoup de notions. Puis, ça dépend. Tu sais, je veux travailler le sens de l'effort, je prends un engagement, je le tiens, mais avant tout, genre la discussion de qu'est-ce qu'il y a en arrière, qu'est-ce qui fait que j'ai trop de pression, j'ai de la misère, il s'est passé quelque chose, il y a une chicane, il y a de l'intimidation, il y a Je me sens pas assez bonne. X, Y, Z, tu sais, fait que je me sens rejetée. Qu'est-ce qu'il y a en arrière qui va faire que? Fait que moi, je dirais à ma fille, poursuis ton année, si à la fin de ton année, parce que des fois, prendre une décision sur une réaction émotive, des fois, ça ne sera pas la bonne. Il peut y avoir un regret aussi. Fait que termine ton année, prends l'été décanté, choisis par après, mais finis ce que tu t'es engagé. Mais encore là, ça va dépendre. Si ma fille tombe en détresse, puis c'est...
On verra. Fait que des fois, je vais choisir la moins pire des deux solutions. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir avec notre enfant puis dire, est-ce qu'on peut remanier l'horaire? Disons, pour que tu te sentes justement moins fatigué. Est-ce qu'il y a des façons, est-ce que tu es, par exemple, en sport-études et la fin de semaine, tu allais, je ne sais pas, au ski? Bien, est-ce que pour les prochains mois, on enlèverait, exemple, le ski, mais on se concentre? Est-ce qu'on essaie de trouver des alternatives? Et on cherche des alternatives avec notre enfant, pas à sa place. Tu sais, toi, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et là, on peut brainstormer ensemble, mais il faut impliquer là-dedans, l'enfant là-dedans. Puis, tu sais, dans les ça dépend aussi, ça dépend de son âge. Ouais. Tu sais, j'ai eu la question il n'y a pas si longtemps, quelqu'un que son enfant s'inscrit au cours de soccer, puis il est tout petit, il a 6 ans. C'est la première année. Il y en a qui jouent depuis 2 ans. Lui, c'est sa première année. Il court après les papillons un petit peu plus qu'après le ballon. Puis là, ben, il y a eu un moment donné où le coach a mis un peu de pression. Puis là, le jeune ne voulait plus. Ouais. La fois d'après, la semaine d'après, il ne veut plus y aller. Et là, tu as maman qui dit, ben écoute, le soccer, c'est pas essentiel à la vie. Là, tu sais, moi, je vais pas l'obliger à y aller. Et là, tu as papa qui, lui, dit, ben non, il faut qu'il apprenne que quand il s'engage dans quelque chose, il va jusqu'à la fin. Moi, je disais, bien, vous avez raison tous les deux. Dans le fond, c'est vrai que à moyen terme et long terme, on va vouloir enseigner à notre enfant que quand tu t'inscris à quelque chose, une session, tu la fais au complet. Maintenant, c'est sa première expérience. Peut-être qu'on peut être un peu plus souple. Mais je ne suis pas sûre que je le laisserais abandonner tout de suite. Parce qu'il y a eu un événement qui a créé un inconfort chez l'enfant, puis que c'est pour ça qu'il ne veut pas y aller. Fait que peut-être que moi, j'irais en hybride, puis je dirais, ben écoute, on va y aller encore au moins quelques semaines. Puis, si tu ne veux pas participer, tu resteras assis, tu regarderas tes amis jouer. Mais quand tu es prêt à y aller, on va t'encourager beaucoup, puis on va, let's go, on est capable. Peut-être qu'on va décider qu'en fin de semaine, on va y aller jouer au soccer avec papa puis 2 petits amis, pour que l'enfant développe un petit peu plus ses compétences. Puis si au bout de 3-4 semaines, le jeune fait « Non, j'aime pas ça, puis j'ai pas envie », bien, ton jeune ne va pas bousiller sa vie plus tard. Peut-être que tu peux dire « Ben, regarde, sais-tu quoi? Tu avais juste mal choisi. » On regardera nos C'est ça, on en regardera un autre sport. Mais quand À ça la arrive... prochaine session. C'est ça. Puis là, ben, quand ça arrive plusieurs fois de suite, que l'enfant commence quelque chose puis abandonne, bien là, on va peut-être tomber à... Ben, écoute, la prochaine fois, si tu t'inscris à quelque chose, ben, on va t'obliger à le faire jusqu'à la fin. Oui, à se questionner, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une habitude. Bien, parfois, comme parents, on peut avoir des sports de prédilection, puis on aimerait tant que notre progéniture réussisse et excelle dans ces sports-là. Puis pour eux, c'est peut-être pas la meilleure solution. Encore une fois, c'est ça. Souvent, nos enfants, c'est notre bulletin de parents. Oui, ils ont des bonnes notes, on se sent compétent, ils ont un bon comportement. Tu sais, là, les écoles, on parlait de pression scolaire. Tu sais, dans les écoles qui fonctionnent avec les systèmes vert, jaune, rouge, bonhomme sourire, bonhomme triste, tu as des parents qui, c'est comme, ben, si mon enfant a eu un jaune ou un rouge ou un bonhomme triste, c'est comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Il faut absolument que... Et là, ben, des fois, qu'ils mettent trop de pression pour que l'enfant performe dans les notes, performe, admettons, au niveau parascolaire ou performe dans son comportement. Tu dois bien te comporter, tu dois me rapporter un verre ce soir. Puis moi, j'ai vu quelque chose de bien triste. J'ai vu des enfants arriver de l'école et que leurs parents disent « Allô, est-ce que tu as passé une bonne journée? » Et l'enfant de répondre « Oui, j'ai eu un verre. » Et là, c'est « J'ai passé une bonne journée dans la mesure où mon comportement a été satisfaisant, mais je suis peut-être moins heureuse de ma journée. » Ah là 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 là. Hey, c'est confrontant, ça, quand même, parce qu'on se dit... Honnêtement, je l'avais comme pas vu comme ça. Tu sais, moi, je me dis, ben, t'as eu un verre, je veux dire, ça s'est bien passé, t'as eu une bonne journée. Puis c'est drôle, hein, chez nous, ils vont rentrer, puis c'est vrai, là, nous, à l'école de mes enfants, il n'y a pas de verre jaune-rouge, mais ils vont me dire, oui, j'ai une bonne journée. Puis c'est quand, à quel moment, je sais vraiment ce qui s'est passé au dodo. Exact. Moi, je demande toujours, je prends un moment, peu importe, j'en ai quand même 3, mais un moment individuel avec chaque enfant, puis je lui demande toujours. Des fois, j'essaie le « raconte-moi ta journée », puis d'autres fois, ça a été quoi ton moment préféré? Puis souvent, je demande toujours quel a été ton moment préféré, mais c'est à ce moment-là qu'il va dire « ben j'ai aimé telle affaire. Mais Anthony, il m'a fait, puis là, il est arrivé telle chose, puis on dirait que c'est là que ça sort. Moi, de... C'est quoi ton soleil de la journée? C'est quoi ton nuage de la journée? OK. Fait que des fois, de Les wow et les wash. Ouais. Des fois, même, je le faisais avec de la pâte à modeler en consultation.
Fait une boule de pâte à modeler brune, ça, c'est les wash. Une boule de pâte à modeler jaune, c'est les wow. Puis là, je disais à l'enfant, ben, est-ce que tu as envie de me raconter un wow ou un wash? Et là, l'enfant choisit la boule de pâte à modeler qu'il veut. Pendant qu'il parle, ben, il triture la pâte à modeler, puis parfois, ça va les aider à se gronder. Et là, ben, mettons, il me raconte quelque chose, puis OK, ben montre-moi à quel point c'est gros. Si tu me donnes la boule au complet, c'est que c'est le plus gros wow, le plus gros wow, le plus gros wash que tu as jamais vécu. Si c'est un petit morceau, si ça t'a juste comme fait un petit inconfort, tu vas juste me mettre un tout petit morceau. Fait que ça me permettait, moi, de voir la carte du monde de l'enfant. Lui, il voit les choses comment. Est-ce que c'est poche ou c'est grave? Oui. Ah, c'est une bonne question, ça aussi. Ça se peut que j'ai pas aimé ça, que mon ami a décidé d'aller jouer avec l'autre ami. C'est plate, mais c'est pas quelque chose de grave en soi. Et en terminant, on a parlé tantôt de pression. Bien, j'aimerais qu'on définisse la différence entre motiver nos enfants puis mettre de la pression sur nos enfants. J'ai l'impression que des fois, sans s'en rendre compte, on met de la pression. Puis, dans la façon dont on agit, mais simplement dans nos mots. Moi, je te dirais que c'est beaucoup, encore une fois, dans mon intention. Les enfants se sentent, on entend de la NASA sur la tête. Donc, quand j'essaie de motiver mon enfant et que je suis vraiment centrée sur lui, je veux l'aider, je veux qu'il se connecte avec ses forces, avec ses ressources. J'aimerais que pour lui, qu'il vive une réussite, je suis plus dans je le motive. Je vais être dans une pression. Quand moi, comme adulte, puis là, ça prend une belle maturité pour prendre du recul, puis se dire, quand c'est parce que moi, je veux que mon enfant paraisse bien, soit bien reconnu. Moi, je veux que l'enseignante me trouve compétente comme maman. Moi, je veux que mon enfant réussisse, persiste. Ou je suis dans mes peurs. J'ai peur que si mon enfant ne réussit pas ou que si mon enfant ne performe pas, tu sais, j'avais une cliente qui disait, ben moi, je ne veux pas que mon enfant passe sa vie à se contenter de médiocrité. Elle était dans ses peurs. Fait que ça mettait une pression. Tu sais, puis dans mon attitude, quand moi, mon intention est d'aider l'enfant, mon attitude va être beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus douce. Écoute, je t'encourage à faire telle chose, comment je peux faire pour t'aider, qu'est-ce qui t'aiderait à te motiver. Tu sais, alors que quand je suis dans mes intentions à moi, dans mon égocentrisme un peu, bien, je risque d'être beaucoup plus... Tu vas bien te comporter aujourd'hui, je veux que tu me rapportes un verre. Je vais être plus centrée sur le résultat. Oui, c'est ça. Plus centré sur le résultat, puis dans mon attitude, je risque d'être quasiment menaçant, là, tu sais. Fait que... Mais moi, j'entends beaucoup, puis tu sais, vu que je travaille beaucoup avec les ados, tu sais, au niveau, mais tu sais, pour les motiver, bien, personne n'est toujours motivé. Fait qu'à un moment donné... J'aime ça. Personne n'est toujours motivé. On le répète. On le répète. Il y a une certaine discipline aussi. Il y a un certain sens de l'effort à avoir. Fait que c'est normal qu'il ne soit pas motivé tous les jours. Si j'avais à faire un devoir de maths tous les jours, puis je me rappelle mon plus jeune temps, je n'étais pas motivée, mais il y avait une certaine discipline, certaines choses. Je dois faire les choses pour aller atteindre mes propres objectifs. Fait que des fois, ben non, il ne faut pas toujours qu'il soit content d'avoir à le faire. Tu sais, oui, ça se peut que ce soit plate, ça, puis tu n'es pas motivé. Puis là, ben, en vieillissant, on va aller travailler. Qu'est-ce qui peut être un facteur de motivation, de démotivation? Comment on peut rendre ça plus facile? Mais ça va arriver des moments qu'il va falloir que tu sois discipliné. Au niveau comportemental, c'est de permettre à nos enfants de faire des erreurs puis de les assumer. Tu sais, mon jeune revient avec un rouge, bien sûr qu'on va en parler. Tu sais, on va dire, bien, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, pour toi, à ce moment-là, ah, ouais, tu as fait un mauvais choix. Oui, bien, tu sais, je comprends, ça nous arrive tous de faire des mauvais choix. Maintenant, le résultat de ton mauvais choix, c'est quoi? Ouais, OK, c'est pas le fun, tu es obligé d'avoir une retenue, tu es obligé de. Ouais, c'est sûr que c'est pas bien cool, mais, ben, écoute. La prochaine fois, tu feras un meilleur choix, mais pas tomber dans... Là, tu m'as déçu, je voulais te faire je te faisais confiance, puis là, ça, c'est pas correct. Quand je tombe dans de la pression de conformisme, là aussi, j'en vois comme impression à mon enfant qu'il va me décevoir s'il ne fait pas toujours les bons choix. Fait que, je trouve ça intéressant qu'on permette à nos enfants de faire des erreurs. Puis s'il n'y a pas une pression extérieure ou un gros résultat négatif, c'est pas grave. On lève le pied un petit peu, puis on va jouer. on respire. Merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir.